Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez le podcast engagé qui rime avec générosité. Si vous voulez encore plus de contenu, venez découvrir ma newsletter Vitamine G. Au menu, des histoires de dons, des recommandations, des décryptages sur l'actualité philanthropique et parfois des contenus invités. Pour s'abonner, rendez-vous en description ou au www.philanthropio.com. Il y a 2 semaines, je vous annonçais une grande nouvelle. Le podcaston, organisé par mon partenaire, l'association Altrui, sera désormais international et multilingue dès 2025. Toute l'équipe de cet événement caritatif désormais immanquable met d'ores et déjà le paquet pour faire de la prochaine édition un succès mondial. Si vous voulez lui donner un petit coup de pouce bénévole, contactez-moi directement pour une mise en relation personnalisée ou écrivez à contact@podcaston.org. Je remercie également RZN Radio qui m'a reçu dans ses studios parisiens pour enregistrer cet épisode. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je voudrais un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Mon invité du jour, le sociologue Mathieu Elie, s'est intéressé aux relations complexes entre l'État et le secteur associatif dans un contexte marqué par les politiques néolibérales. Ensemble, nous avons exploré comment le capitalisme a transformé le monde associatif, mais aussi comment les associations peuvent jouer un rôle crucial dans la recherche d'alternatives au modèle économique dominant. Tout ça avec beaucoup d'exemples concrets et sans prise de tête. Bonne écoute! Bonjour Mathieu Elie. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Vous êtes docteur en sociologie et professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez travaillé sur le salariat dans le monde associatif et sur l'économie sociale et solidaire. En 2023, vous avez co-dirigé avec Maud Simonet un ouvrage collectif paru aux éditions La Vie des idées qui s'intitule Monde associatif et néolibéralisme et qui s'intéresse aux relations entre l'État et le secteur associatif dans un contexte néolibéral ou pour le dire autrement, à ce que le capitalisme fait au monde associatif et vice-versa. Alors, en tant qu'ancienne salariée du secteur à but non lucratif, je ne vous cache pas que les réflexions que vous partagez avec vos collègues chercheurs ont trouvé écho en moi. En tout cas, votre grille de lecture était tout à fait nouvelle pour moi. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans l'épisode. Et dans un premier temps, ça me semble important de remettre un petit peu les choses dans un contexte historique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'idéologie néolibérale et comment on est passé d'un État-providence à un État néolibéral? Eh ben merci pour l'invitation. Effectivement, cet ouvrage réunit 5 contributions de collègues. Je vais les citer, j'y reviendrai peut-être dans l'échange. Hein. Donc Auréline Cardozo, John Krinsky, Anne Leroy, Paul Moutard-Martin, Emmanuel Puissant et Itamar Chachar. On a 2 collègues aussi, donc Itamar Chachar et John Krinsky sont 2 collègues étrangers, donc c'était aussi important d'avoir des regards extérieurs, pas uniquement centrés sur le cas franco-français. Effectivement, c'est cette hypothèse-là qu'on a voulu défendre, d'un passage de l'état social à l'état néolibéral, qui est révélé en fait par les pratiques des associations. Alors, il y a plein de définitions du néolibéralisme. On n'a pas eu la place et le temps de rentrer vraiment dans le détail. Mais dans les grandes lignes, et on s'appuie sur, parce qu'évidemment il y a pléthore aussi de travaux sur la question, mais on s'appuie essentiellement sur les travaux de Pierre Dardot et Christian Laval, qui ont donc publié autour de 2009 La Nouvelle Raison du Monde, où notamment une des caractéristiques du néolibéralisme qu'on retient essentiellement, c'est en fait l'échec du libéralisme classique qui pouvait se
définir par un laisser-faire, de façon assez simple. C'est-à-dire que l'État laissait faire l'économie, le marché, la fameuse main invisible, même si c'est une lecture faussée d'Adam Smith. Et avec la crise de 1929, le libéralisme classique du 19e siècle a dû se réinventer et notamment repenser la place de l'État, je pense qu'on y reviendra, dans le fonctionnement du capitalisme contemporain. Et donc, pour cette refondation du libéralisme, elle se déroule dans les années 30, en France et dans le monde. Il faut attendre en fait les années 70-80 pour que l'idéologie néolibérale soit portée au pouvoir, alors en Angleterre avec Margaret Thatcher et aux États-Unis avec Ronald Reagan. C'est une refondation du capitalisme avec une place centrale de la finance désormais, etc. Ce changement de configuration du capitalisme impacte les associations sur plusieurs aspects. On ne développe pas ça dans le livre, mais c'est des réflexions qui me sont venues en écrivant le livre. C'est que le rôle de l'État a changé. C'est-à-dire que l'État, on pouvait dire que, notamment au 19e siècle, l'État gouvernait les associations. En fait, pendant très longtemps, les associations en France ont eu mauvaise presse, puisque elles ont été interdites pendant très longtemps, les associations, notamment les associations populaires, les associations ouvrières du début du 19e. Et donc, le gouvernement des associations par l'État était une forme de répression en fait des associations au tout début en fait, parce qu'il y avait une forme de concurrence entre l'État et les associations. Et en fait, avec le développement du néolibéralisme, je défendrais volontiers l'idée que désormais l'État gouverne par les associations, en s'appuyant sur elle. Et alors c'est particulièrement frappant dans de très nombreuses politiques publiques en fait. On pourrait prendre les droits des femmes, comme on le fait dans le livre, l'aide à domicile, l'éducation, le droit au logement, l'insertion. Je vais pas égrener tous les secteurs des associations, mais c'est vraiment de plus en plus frappant de voir que quantité de politiques publiques sont mises en œuvre par les associations sous des formes diverses de délégation de l'État et des collectivités territoriales, mais aussi co-construction, on pourrait dire, des politiques publiques. Par exemple, il y a plein d'exemples, mais je pense au cas qui est bien documenté par un collègue qui est Frédéric Viguier, qui a travaillé sur les associations de lutte contre l'exclusion, en fait, qui a montré que par leur mobilisation, c'est des grandes associations bien connues en France, par exemple ATD Quart Monde, l'ex-FNARS qui s'appelle maintenant la Fédération des acteurs de la solidarité, qui se sont construites dans les fin des années 50, 60, et qui, par une alliance avec la haute fonction publique qui se met en place dans les fin des années 60-70, en fait, ont porté des grandes mesures, des grandes lois de lutte contre l'exclusion. Alors en France, c'est évidemment la loi de 88 sur le RMI, qui instaure le revenu minimum. Mais un an avant, il y a le rapport du père Joseph Wrezinski, qui est le fondateur d'ATD Quart Monde, qui préfigure en fait le revenu minimum d'insertion. Et puis ça va donner aussi d'autres lois, la loi sur le droit au logement, la loi dite Besson, la loi de 98 de lutte contre les exclusions qui consacre justement le secteur de la lutte contre l'exclusion. Et puis on pourrait rajouter la loi Dallot, je crois que c'est 2007 ou 2008, je sais plus. Mais voilà, donc en fait il y a une co-construction aussi, même au niveau de l'État, de toute une série de politiques publiques. Et puis je rajouterais peut-être une dernière dimension, parce que c'est une énorme question, qui concernerait en fait le type de public auquel ces associations s'adressent. Parce qu'en fait, l'État social, si on revient par exemple aux travaux essentiels de Robert Castel, qui a publié un ouvrage majeur, Les métamorphoses de la question sociale, en 95, en fait, il montre bien que l'État social s'est construit en fait par le salariat, c'est-à-dire que le salariat stable a permis à la majeure partie de la population d'accéder à des droits sociaux, c'est-à-dire la sécurité sociale, la retraite, l'assurance chômage, tout un ensemble de droits à la protection sociale qui étaient assis sur le principe d'un salariat stable, protecteur, donc le CDI temps plein, c'est la norme qui s'est imposée ensuite sur le marché du travail. Et en fait, avec le néolibéralisme, justement,
toutes les politiques de flexibilisation, comme on dit, d'agilité, on dirait aujourd'hui peut-être, d'agilité sur le marché du travail, en fait, on a détruit toutes les protections attachées au salariat. Donc, on a développé des formes d'emploi dits flexibles. Comme le service civique, par exemple. Alors, le service civique n'est pas porté au départ comme un emploi. C'est pour soutenir l'engagement, mais ça s'inscrit effectivement dans toute une série de zones grises dans lesquelles on a été frappé, Maud Simonel a beaucoup travaillé là-dessus, toute une série de zones grises entre le bénévolat et le salariat. Et alors le monde associatif est un inventaire à la Prévert de tous ces statuts hybrides en fait. Alors effectivement, le service civique en est un. Il y a le mécénat de compétences. Enfin, il y a des formes. Il y a la réforme actuelle du RSA qui est en train de se mettre en place avec l'obligation pour les allocataires du RSA. Alors ça, c'est très variable selon les territoires, mais le principe c'est de faire 15 heures de l'activité non rémunérée au service de la collectivité. Oui, c'est ça. Dans lesquels les associations sont des parties prenantes importantes, sous peine, si ces 15 heures sont pas réalisées, et c'est ça qui fait débat en ce moment, sous peine de sanctions, voire de ne plus verser le RSA. De suppression, c'est intéressant tout ce que vous dites, parce que pour avoir évolué dans le secteur à but non lucratif depuis maintenant bientôt 10 ans, j'ai toujours entendu parler du fameux désengagement de l'État, presque comme une fatalité, pour justifier la place prépondérante, on va dire grandissante de la philanthropie dans nos sociétés. Mais en fait, en vous écoutant, on a l'impression que ce désengagement de l'État, c'est un peu un mythe. Oui, alors on s'est attaqué, c'est une idée à laquelle on s'attaque depuis longtemps. Qu'on reprend d'ailleurs les travaux sur le néolibéralisme de Christian Laval et Pierre Dardot insistent énormément là-dessus, c'est-à-dire que le néolibéralisme n'est pas un laisser-faire justement, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que l'État a un rôle central désormais dans le fonctionnement du néolibéralisme. D'ailleurs, si on prend les aides publiques versées aux entreprises, il y a des travaux d'économistes comme Anne-Laure Delade, par exemple, qui montrent que le niveau d'aide publique n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et alors, pour les associations, c'est extrêmement frappant. On a en France les travaux de Viviane Tchernonog qui permettent d'avoir une mesure du financement des associations, parce que c'est un point qui a été aveugle pendant très longtemps. C'est comment sont financées les associations. C'est très difficile de trouver des sources. Et heureusement, Viviane Tchernonog a mené des enquêtes depuis la fin des années 90 qui permettent d'avoir des données chiffrées, fiables, parce qu'elle est sur des gros échantillons, plus de 10 000 associations. Un des résultats sur cette question qui est majeur, c'est qu'en fait, en volume, le financement public des associations ne baisse pas. Alors après, si on le rapporte au nombre, si on fait le ratio par association, je l'ai pas fait récemment sur les dernières données, mais c'est possible qu'on observe peut-être une stagnation. Mais en tout cas, en volume global, il n'y a jamais eu autant d'argent public dans les associations qu'aujourd'hui. Par contre, c'est plus sélectif. Alors voilà, la forme du financement a évolué. C'est-à-dire pour le faire très simple, on est passé de la subvention à l'appel à projet, voire au marché public. Ça, c'est très clair. À la mise en concurrence, en gros. Oui, c'est ça. Ça, elle l'a bien documenté. Alors, elle n'intègre pas dans ces données, et ça aussi, c'est un point sur lequel on a insisté avec d'autres collègues, toutes les formes de soutien indirect aux associations. C'est-à-dire, vous parliez du service civique, il est pris en charge à 99% par l'État. Pour nous, c'est une forme de soutien indirect. Mais on pourrait prendre, on va y revenir peut-être, les dons et le mécénat d'entreprise bénéficient d'exonérations fiscales importantes, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est aussi une forme de soutien fiscal, en fait. C'est un manque à gagner pour l'État. Donc, c'est aussi des formes de financement indirect qui n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Dans le livre, vous remettez un petit peu en question la pureté et l'indépendance des organismes à but non lucratif qui se trouvent complices du système capitaliste un peu malgré eux. Quelles sont les principales transformations que vous avez observées dans le monde associatif à cause des politiques néolibérales ? Il y en a plusieurs. Il y a deux choses. Il y a les modes de collaboration entre les associations et l'État au sens large, c'est-à-dire aussi les collectivités territoriales. Et il y a l'organisation du travail associatif. Donc sur le premier niveau, sur la coopération entre
l'état des associations, il y a eu des transformations majeures qui s'observent. Alors si on prend deux secteurs importants des associations, il y a le secteur social médico-social. C'est le secteur historique en fait, parce qu'en fait c'est des politiques sociales, par exemple pour le handicap, pour la protection de l'enfance, qui ont historiquement toujours été déléguées. C'est aussi pour ça que cette histoire de désengagement de l'État m'agace toujours un peu, c'est qu'en fait il n'y a jamais eu d'engagement de l'État sur ces secteurs-là en fait, quand on regarde historiquement. Ça a toujours été délégué aux associations, mais dans des formes très particulière, c'est-à-dire que ça se passe à partir de l'entre-deux-guerres en fait. Il y a eu une proximité en fait, un encadrement de ces associations par l'État extrêmement fort. Alors il y a plein d'exemples qui s'observent. Bon, je prends souvent le cas de l'Union nationale des associations familiales qui s'occupe de tout ce qui est mise sous tutelle. Donc quand une personne est plus capable pour des raisons de santé de gérer son patrimoine, on nomme un travailleur social. Alors, ça a longtemps été une fonction bénévole d'ailleurs. Qui va s'occuper de ça à sa place et qui est désigné par le juge. Donc il y a une délégation de l'État à ces associations. Et en fait, l'UNAF, l'Union des associations familiales, a été créée par ordonnance de l'État en 1945. Donc déjà, il y a un lien organique très fort. Et alors en plus, le mode de financement qui s'est mis en place dans les années 50, c'est un prélèvement automatique, c'est dans le code de la famille, un prélèvement automatique sur le budget du ministère des Affaires familiales qui vient financer l'association. Donc c'est un mode de financement qui ferait rêver aujourd'hui, évidemment. Mais donc voilà, ça illustre le compromis qui s'est mis en place. Alors on l'observe dans le social médico-social, il y a plein d'autres exemples, mais je pourrais développer, ça prendrait trop de temps, mais il y a aussi le cas de l'animation, de l'éducation populaire, qui là aussi, l'un des premiers agréments de l'État vers les associations d'éducation populaire, j'ai plus la date précise, je sais que c'est sous Vichy en fait, c'est en 1943, je crois. Mais il faut aller voir, il y a un collègue historien qui est Laurent Besse qui a documenté ça très bien. Dans l'éducation populaire, c'est mis en place dans les années 60, alors plutôt à l'après-guerre, enfin dans les années d'après-guerre, disons, ce qu'on appelle le fonds GEP, donc c'est le Fonds Jeunesse Éducation Populaire, qui vient financer les associations d'éducation populaire, et qui est là aussi un financement de l'État, en fait, direct de l'État sur les associations d'éducation populaire. Donc voilà, faut revenir à ces exemples sectoriels, parce que c'est évidemment toujours compliqué de généraliser sur les associations étant donné la diversité. Ça, c'est pour au niveau macro, enfin, au niveau des liens avec l'État, et au niveau du salariat. Moi, j'y tiens beaucoup parce que ça montre que déjà que le salariat associatif a une très longue histoire en fait, parce que les travailleurs sociaux des secteurs du handicap et des premières politiques sociales que j'évoquais sont historiquement des salariés d'associations, mais c'est mis en place un mécanisme un petit peu technique, mais qui est très intéressant, enfin qui dit beaucoup de choses dans ces secteurs, où des conventions collectives ont été négociées, donc c'est 51, 66 pour les professions du travail social. Et alors une des particularités de ces conventions collectives du travail social, très intéressante, c'est qu'elles sont dites opposables. Opposable à qui ? C'est-à-dire opposable aux financeurs, qui en fait très souvent est l'État ou les collectivités. Et alors opposable, ça veut dire que le financeur doit tenir compte des rémunérations qui sont fixées par ces conventions, dans le montant du financement qui est alloué. Il faut que le financement puisse couvrir ces seuils de rémunération. Sinon, la convention peut être dénoncée et opposée. Alors, c'est un principe qui est inscrit dans une loi de 1975, qui a, en fait, la jurisprudence montre qu'il a été assez peu mis en œuvre. Mais en tout cas, le principe est intéressant parce que du coup, c'est une protection pour ces salariés contre le risque qui est justement beaucoup plus massif aujourd'hui, le risque que ces salariés soient une variable d'ajustement du financement par appel à projet, parce qu'en fait il y a comme vous le disiez, il y a une mise en compétition des associations et un risque d'être moins disant en fait sur la condition des salariés. Vous en parlez très bien, il y a plusieurs reprises dans le livre sur la logique financière qui prime aussi dans le secteur associatif, parce qu'on court tous après l'argent pour financer des programmes et des projets, pour faire tourner la crèmerie aussi. Et donc, vous parlez effectivement de la logique des appels à projets, mais aussi de la contractualisation des financements qui sont attachés à des conditions, etc., et à la politique du chiffre.
qui revient constamment, soit en termes de volume de dons amassés ou alors en termes de bénéficiaires servis. Donc ça, ce sont un peu les dérives néolibérales qu'on vit dans le secteur associatif. Oui, très très clairement. C'est pour ça qu'il y a ces formes de régulation du secteur qui s'étaient mis en place, que j'ai décrites là, ont été défaites en fait. Alors c'est difficile de le dater. Parce que c'est d'un secteur à l'autre, ça change. Mais en gros, c'est les années 90-2000. Où on voit une accélération de ces logiques. Alors c'est documenté par le travail de Viviane Chernonog, qui montre que désormais, à partir de 2011, le financement par appel à projet, voire marché public, devient prédominant dans le financement public, donc dépasse la logique de la subvention, avec effectivement des changements majeurs, puisque du coup la subvention n'implique pas forcément de mise en concurrence en amont, alors que l'appel à projet, oui. N'appelle pas non plus d'évaluation, alors que l'appel à projet, oui, appelle de plus en plus d'évaluation sur indicateurs. Alors il y a toutes les logiques de financement aussi sur impact social. Alors on pourrait parler des contrats à impact social aussi qui en termes de volume de financement sont très marginaux pour l'instant. C'est quelques millions d'euros, c'est pas grand chose. Mais dans la logique, ces contrats à impact social sont très révélateurs de cette logique d'efficience en fait, où on va mesurer l'impact sur quelques indicateurs chiffrés. Alors, moi je prends souvent l'exemple parce que c'est un des plus anciens aussi, c'est le secteur de l'insertion par l'activité économique, où c'est le taux de sortie positive, c'est-à-dire le nombre de salariés en insertion qui retrouvent un emploi plus de 6 mois, dont la durée est plus de 6 mois, après être passé par un chantier d'insertion ou par une entreprise d'insertion. Et en fait, il faut que ces structures d'insertion atteignent un taux qui est fixé par l'État, justement, de sortie positive. Sinon, ça peut questionner leur financement, en fait. Donc oui, il y aurait aussi l'exemple, on le prend pas dans le livre, mais on l'a fait ailleurs, évidemment, du domaine de l'accompagnement des étrangers. Historiquement, ça a longtemps été réalisé par la CIMAD, qui, depuis les années 80, disposait un peu d'un monopole sur le droit d'information aux étrangers placés en centre de rétention. Et à partir de 2008, avec l'ex-ministère de l'identité nationale sous le gouvernement de Sarkozy, a remis en cause ce monopole et a utilisé justement l'instrument des marchés publics pour découper ces activités d'aide juridique aux étrangers donc en lots et mettre en concurrence les associations. Et ça, c'est un cas récent, voilà. Mais on voit effectivement cette pratique dans de nombreux secteurs. Il y a aussi cette idée, je crois que c'est le chapitre de Madame Cardozo, sur les mouvements associatifs féministes et qui parle justement de la façon dont est vécue la réalité du travail par les travailleuses, en l'occurrence, et qui parle du fait de se donner en spectacle, en fait, pour justement aller chercher des financements, d'aller serrer des pinces, cirer des pompes, etc., d'être toujours en représentation. Et c'est un peu aussi ce qui fait le cœur d'un fundraiser, en fait, du travail de développement philanthropique, donc ce rôle de représentation. Du coup, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'on peut dire que la professionnalisation du secteur philanthropique coïncide avec la montée du néolibéralisme ? Alors en tout cas, il y a une concomitance. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais en tout cas, la professionnalisation des associations, elle se développe massivement. Elle existait avant, mais elle se développe massivement à partir des années 70-80. Et c'est le moment néolibéral en Europe. Et alors en France, ça va mettre un peu plus de temps parce qu'il y a des résistances, sur lesquelles on n'aura pas le temps de revenir. Mais ça va se diffuser aussi en France. Donc oui, donc il faut jamais oublier. Que le volume de l'emploi associatif, donc à partir des années 70-80, donc on a connu un triplement du salariat associatif, c'est-à-dire qu'on était à 600 000 salariés, tous secteurs confondus, au début des années 80, et on est aujourd'hui, alors officiellement à 1,9 million de salariés, de personnes qui travaillent comme salariés dans les associations, donc c'est pas rien, et en plus, en fait, moi je pense qu'on a passé les 2 millions, parce que si on
comptabilise, ne serait-ce que les services civiques, par exemple, c'est 150 000 contrats de services civiques par an maintenant. Donc on est au-dessus des 2 millions. Alors, pour donner un ordre de grandeur, c'est plus que la fonction publique territoriale qui est à 1,5 million. Ce qui est toujours frappant, c'est que ce triplement de l'emploi associatif est passé totalement sous les radars, alors qu'on est dans un contexte quand même de chômage à 10% de la population active, avec ça vient du fait évidemment que pendant très longtemps l'emploi associatif a été invisible parce qu'il n'était pas mesuré statistiquement, parce que les associations c'est pas vraiment du privé, c'est pas vraiment du public, donc en fait depuis que ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire a un peu de visibilité, maintenant on a des statistiques un peu solides qui permettent de le documenter, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens sur les évolutions de l'emploi associatif, les étudiants écarquillent les yeux, ils en ont jamais entendu parler. Enfin, c'est toujours... Oui, donc ça traduit aussi une multiplication des associations sur cette période-là. Oui, il y en a. Alors c'est toujours très compliqué de les comptabiliser parce que on sait jamais combien disparaissent, mais oui, on n'a jamais comptabilisé autant. On parle d'1,3 million d'associations en activité. Voilà, ouais. L'emploi est un indicateur plus fiable pour moi. On sait ce qu'on mesure. Mais oui, vous avez raison. Ça vient aussi de la multiplication du nombre d'associations. Ouais. On a l'impression que le secteur associatif aujourd'hui représente plus une sorte d'alibi du capitalisme, donc qui permet de le rendre plus acceptable, qu'un contre-pouvoir. Alors, comment faire contrepoids quand on est pris dans des logiques capitalistes qu'on cherche à combattre en même temps ? Ouais, ça c'est une énorme question à laquelle on donne des pistes, mais évidemment, si on avait la solution, on serait pas là. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'évidemment, il n'y a pas un complot. Les salariés, enfin les travailleurs associatifs, travailleuses d'ailleurs plutôt associatives, sont très conscientes de ces tensions et il y a rien d'inéluctable, c'est-à-dire que l'emprise du capitalisme sur le monde associatif, on le montre, elle est très présente, mais elle n'est pas hégémonique non plus. C'est important de le dire parce que sinon c'est bien sûr. Et donc, il y a des travaux très fins qui montrent les possibilités de résistance. Donc, évidemment, il y a les logiques les stratégies de modèles économiques qui visent à hybrider, enfin à multiplier les sources de financement pour éviter de dépendre d'un seul financeur. Il y a aussi des caractéristiques d'organisation du travail. Ça, je pense à des travaux justement sur le planning familial, les travaux d'Alice Cardozo, qui n'a pas participé au livre, mais auquel on a pensé aussi, qui montre, donc on a suivi trois associations du planning familial avec des caractéristiques différentes, des tailles, de nombre de salariés différents, et elle montre que justement selon ces conditions d'organisation du travail, certaines associations sont en capacité de pas être de simples relais des politiques publiques, et donc des capacités aussi voire de subvertir ces politiques publiques. Alors ça dépend du modèle économique, ça dépend aussi du profil des salariés, c'est-à-dire que elle montre que il y a des effets d'âge sur les salariés du planning familial entre les anciennes militantes de la cause féministe et puis celles qui sont plus jeunes et qui sont passées notamment par des formations de sciences sociales, des masters genre pour le dire comme ça, et donc qui ont acquis des dispositions dans leur formation qui leur permettent de prendre plus de distance par rapport aux injonctions qui sont faites dans les politiques publiques qu'elles sont amenées à mettre en œuvre, et donc elles ont plus de dispositions mentales, intellectuelles, à la réflexivité vis-à-vis de ces injonctions et de ces orientations de politique publique qui leur permettent par exemple, elle prend l'exemple d'une circulaire en fait où elles font de l'éducation à la sexualité dans les lycées, les collèges, et voilà, elle montre que ces salariés-là ont plus de facilité à faire le pas de côté et à s'écarter des normes étatiques de qu'est-ce que c'est la bonne sexualité, et à subvertir justement ces dispositifs.
D'accord. Et la place de l'utopie dans le projet associatif, c'est important aussi ? Oui, c'est fondamental, parce qu'évidemment, ces politiques néolibérales risquent toujours d'écraser cette utopie originelle, alors peut-être au profit d'une utopie néolibérale, on pourrait en discuter, mais c'est une question très compliquée, parce qu'évidemment, tout dépend aussi il y a une grande diversité idéologique dans les associations, toutes les associations ne sont pas anticapitalistes non plus, donc c'est même plutôt une minorité. Donc elles cherchent toutes effectivement à ménager des marges d'autonomie. C'est la grande question en fait. Comment conserver de l'autonomie. Des poches de résistance aussi. Hein. Exactement, c'est ça. Dans un contexte, alors je suis désolé, mais justement sur l'autonomie des associations, c'est quand même difficile de pas évoquer. Depuis les attentats de 2015, il y a quand même une emprise de l'État qui revient, enfin qu'on avait oublié, qui remonte justement au 19e siècle. Mais je pense aux dissolutions d'associations par l'État qui n'ont jamais été aussi nombreuses. En fait, il y a une juriste. Alors donc, la possibilité de dissoudre les associations, que l'État a de dissoudre les associations, ça date de 1936. C'est le moment donc où il y a les mouvements d'extrême droite. Était important, où au nom de la défense de l'État républicain, le gouvernement de l'époque, Front Populaire, s'est autorisé, s'est donné la possibilité de dissoudre les associations, ce qui est un paradoxe dans un État républicain qui se fonde sur les normes de la démocratie libérale, où la société civile doit avoir une place. Donc c'est une disposition qui a été utilisée avec parcimonie par l'État et les gouvernements depuis 1936. Mais on observe, il y a des travaux de juristes, notamment Stéphanie Hennette-Vauchez, je pense à elle, qui observent que depuis 2015, on n'a jamais comptabilisé autant de dissolutions d'associations. Il y en a plus d'une trentaine depuis 2015, ce qui est beaucoup, parce que je crois que il y a eu autour de 120 dissolutions d'associations depuis 36 et depuis 2015 une trentaine. Donc voilà. Bref. Et puis il y a la loi de 2021 dite séparatisme qui met en place le contrat d'engagement républicain avec la possibilité de supprimer une subvention à une association qui ne respecterait pas les valeurs de laïcité, les valeurs républicaines, etc. Puis il y a plusieurs affaires, notamment c'est important de l'évoquer, celle de Poitiers qui date d'il y a un an là, sur laquelle il y a eu un premier jugement. Donc c'est une affaire qui implique l'association Alternatiba, défense de l'environnement, qui a organisé donc un atelier de désobéissance civile dans le cadre d'un festival soutenu par la mairie de Poitiers d'ailleurs, qui est Europe Écologie Les Verts, c'est important de le dire. Et en fait, le préfet, donc qui représente l'État, a poursuivi Alternatiba Poitiers parce que ces ateliers de désobéissance civile, il les considérait comme un trouble à l'ordre public, enfin menaçait l'ordre public. Il y a eu un premier jugement du tribunal administratif de Poitiers. C'est important parce que c'est le premier jugement sur le contrat d'engagement républicain en fait. Donc il a invoqué justement ce contrat d'engagement républicain pour demander à la mairie de retirer la subvention, ce que la mairie a refusé. Mais le tribunal administratif de Poitiers a émis un premier jugement qui considère qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Alors bon, il y a eu appel. Donc il faut attendre ce que va dire le Conseil d'État, mais voilà, il y a donc c'est à tout ce contexte-là auquel je pensais, et contre lequel pas mal d'associations se mobilisent. Pendant longtemps, il y avait une grande libéralité de l'État vis-à-vis des associations, mais là il y a un durcissement depuis quelques. Il y a un retour de l'autorité. Ouais, c'est ça. Qui est inquiétant d'ailleurs. Oui, qui a été dénoncé par la Ligue des droits de l'homme, le mouvement associatif, etc. Mais sur lequel il faut être vigilant. Donc voilà, maintenir l'utopie associative dans ce contexte est encore plus difficile. Le monde associatif a aussi eu une influence vertueuse sur le capitalisme. Vous dites d'ailleurs que les associations n'ont plus le monopole du sens. On a vu apparaître de nouvelles formes de capitalisme comme le caring capitalisme, où en gros les entreprises seraient les mieux placées pour résoudre les problèmes sociaux, et le capitalisme d'intérêt général porté par les acteurs de l'ESS, les entreprises à mission, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui les distingue et quels sont les avantages et les critiques de chacun ? Oui, le caring capitalisme, c'est une notion qui est développée par une sociologue américaine qui s'appelle Emily Barman. Alors pour qui, en fait, la dimension morale devient une dimension intrinsèque du fonctionnement du capitalisme. C'est la thèse qu'elle défend, hein, une dimension du fonctionnement contemporain du capitalisme. C'est plus seulement comme, disons, au 19e siècle, où la philanthropie était une espèce de supplément d'âme des grands patrons industriels qui n'étaient pas toujours dénués
d'intérêt bien compris, c'est-à-dire que la philanthropie c'était aussi une manière, ça les historiens l'ont bien montré, de s'attirer, de susciter la fidélité, la loyauté des travailleurs, parce que si on construit des écoles, des églises, des logements, c'est aussi pour fixer la main-d'œuvre à proximité de l'usine. Mais par contre, par rapport à cette philanthropie-là, ce que défend Émilie Barman, c'est que c'est une condition de fonctionnement du capitalisme contemporain, quoi. Du coup, la frontière avec le monde monde à but non lucratif devient très complexe. Parce que pendant longtemps, et particulièrement en France, le monde associatif, en fait, s'est développé dans le sillon de l'État social, à accompagner. Et alors, c'est intéressant parce que pendant très longtemps aussi, les militants associatifs ont pensé que les causes qu'ils défendaient allaient finir par être intégrées dans le service public. Par exemple, si on prend je parlais du planning familial tout à l'heure, quand on prend les archives des conseils d'administration au départ, ça s'appelait la maternité heureuse, c'était le nom de l'association fondatrice. Les fondateurs étaient convaincus en fait que ça allait devenir un service public avec des fonctionnaires, etc. Parce que pendant longtemps, les associations se sont pensées comme une extension du service public. Voilà, c'est ça. Et pendant longtemps, elles se sont définies. Voilà, il y a une expression, les poissons pilotes de l'administration. C'est avec l'idée qu'on défriche des nouvelles causes, alors les droits des femmes, l'environnement, etc. Et puis l'État social étant en pleine croissance, ça va être intégré dans les nouvelles fonctions, dans les nouvelles missions d'intérêt général du service public. Et puis pendant longtemps, il y avait cette idée que d'un côté il y a le privé qui crée de la richesse, et puis de l'autre côté les services publics, il y a la redistribution comme on dit, et ça fonctionnait comme ça. Et puis une des caractéristiques du néolibéralisme, c'est justement de brouiller les frontières privé-public, puisque l'État soutient le marché et le privé peut être au service, l'État délègue au privé toute une série de missions d'intérêt général. Et donc c'est dans ce nouveau contexte de brouillage public-privé que du coup l'intérêt général n'est plus le monopole de l'État et des associations, mais avec le développement que vous documentez bien dans le podcast ici, il y a plus de monopole de l'intérêt général. On en arrive effectivement à un tel niveau de brouillage que les associations s'étant aussi professionnalisées, certains entrepreneurs sociaux, comme Jean-Marc Borrello, qui dirige le groupe SOS, parlent d'un capitalisme d'intérêt général. Donc, effectivement, il est plus facile de penser la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc, En conclusion de l'ouvrage, vous écrivez qu'il faudrait se demander si les associations sont vraiment le meilleur moyen de créer une alternative au pouvoir dominant du néolibéralisme. Alors, quels autres moyens pourraient être plus adaptés ? Oui, les associations font partie d'un ensemble plus général qu'on appelle, depuis le 19e siècle, l'économie sociale, où au départ tout était un peu mélangé, parce qu'il n'y avait pas de frontières juridiques. Et effectivement, il me semble que dans cette économie sociale, dans laquelle on a aussi le mouvement des coopératives de consommation et puis coopératives de production, je pense que du côté des coopératives de production qui connaissent un nouveau dynamisme aussi, je pense à des initiatives comme celle des salariés de la SCOP, donc la société coopérative, alors ça s'appelle plus ouvrière de production, mais longtemps c'était ça le statut de ces coopératives. Il y a le cas donc des salariés, des ex-salariés de Fralib. Les Fralib, c'est une usine qui fonctionne toujours de production de thé et d'infusion, qui appartenait au groupe, à la multinationale Unilever. La multinationale avait décidé de fermer le site des Bouches-du-Rhône, c'est à Gemnos, donc une usine de production. Et les salariés se sont mobilisés pour reprendre l'entreprise sous forme de coopérative. Et donc, comme disaient les salariés de LIP dans les années 70, on produit, on vend, on se paye. C'est-à-dire que c'est des salariés sans patron, puisqu'en fait, ils administrent eux-mêmes l'entreprise désormais. Et donc je pense, voilà, c'est pour donner un exemple concret. Donc du coup ils ont réussi. L'entreprise s'appelle maintenant, c'est la SCOP Tea, parce que c'est TI, thé et infusion. Et ils développent leur marque 1336. Donc c'est en référence aux 1336 jours de lutte
qu'ils ont mené pour reprendre leur usine. Et donc l'usine fonctionne toujours. Et je pense que c'est de ce côté-là, parce que c'est du côté de penser de réinventer des formes de salariat aussi, des salariats sous forme d'autogestion en fait. Que y a de l'utopie à aller chercher. Et je pense que ça peut donner des sources d'inspiration aux associations pour repenser aussi leur modèle économique et d'emploi. Merci beaucoup, c'était un exemple que je ne connaissais pas. Je me mets à la page en même temps sur l'actualité française avec vous. Alors pour terminer, Mathieu, comment voyez-vous l'avenir du secteur associatif dans le contexte émergent du post-capitalisme ? Est-ce qu'on peut imaginer un retour de l'État-providence au service de l'intérêt général ? Bon, ça pour toute une série de raisons, le retour de l'État-providence. Alors, il a pas. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est toujours là, heureusement. Enfin, il y a toujours des prestations sociales qui sont versées. Il y a toujours l'impôt sur le revenu existe encore. Enfin voilà. Donc, mais je pense pas qu'on reviendra pour plein de raisons. Déjà des raisons écologiques, c'est-à-dire que les 30 glorieuses, ça avait des bons côtés, mais enfin au niveau de l'environnement, c'était pas terrible. Donc il faut aussi pas idéaliser ça. Donc je crois pas à un retour de l'âge d'or, et si tant est qu'il y ait eu un âge d'or. Par contre, oui, le monde associatif a de beaux jours devant lui. Enfin, je veux dire, du point de vue de son développement, de sa structuration. Voilà, il y a jamais eu autant d'intérêt, quelle que soit l'orientation, enfin la couleur politique en fait. Je veux dire, on observe, voilà, pour suivre ces politiques publiques vis-à-vis du monde associatif depuis pas mal d'années. Il y a une continuité, quelle que soit l'orientation politique au pouvoir. Et donc, il y a une structuration de ce monde associatif, il y a un intérêt, quelles que soient les générations aussi. Voilà, il y a un intérêt pour le monde associatif, on le voit à l'université. Enfin voilà, il n'y a jamais eu autant de formations en fait pour différents métiers du monde associatif. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue de la structuration institutionnelle, de son poids politique, ça faudra voir, mais c'est vrai que, par exemple, une institution qui représente le monde associatif, mais aussi l'économie sociale et solidaire à un niveau un peu méta, que personne connaît, l'institution, mais ça va peut-être changer, qui est ESS France, qui représente toutes les familles de l'ESS, qui vient d'organiser une élection, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu, parce que c'était une institution qui est née avec la loi de 2014 sur l'ESS, et donc il y a eu une élection qui fait que c'est Benoît Hamon, qui est le ministre, le ministre de l'ESS qui a porté la loi de 2014, qui a été élu à la tête de ESS France et qui, voilà, peut-être va donner une plus grande visibilité à cet univers. Et donc il y a aussi des raisons, je pense, de se réjouir. Enfin, je veux dire, du dynamisme de ce monde associatif, même si évidemment. Trouver sa place dans le contexte, la configuration néolibérale qu'on a décrite est pas facile, mais il y a des possibilités, des marges d'autonomie qui, j'espère, vont se développer. Bon, on retiendra cette note positive parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut bien la garder en tête et surtout ne pas hésiter à réenchanter cette idée d'utopie du projet associatif. Alors, merci beaucoup Mathieu Elie pour cet éclairage fort passionnant. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.